Bonjour, je suis Dr Philippe de Chazonde, je suis médecin généraliste installé à La Réunion depuis un peu plus de 30 ans et un peu multitâche, c'est-à-dire j'ai exercé dans un certain nombre d'endroits en même temps que mon métier de médecin polyvalent, on va dire, notamment à la NAS, anciennement NAS et maintenant c'est la HAS, dans le syndicalisme, dans le monde associatif, dans le monde hospitalier, en étant interne, mais aussi régulateur du Centre 15, ce qui permet d'avoir une vision un peu transversale de ce qui se passe, que ce soit au niveau des décisions qu'au niveau des recommandations. Et c'est vrai que depuis que la crise a commencé, il y a une incongruence, on va dire, sur les propositions ou les directives de l'État et par rapport à ce qu'on vit, nous, au quotidien, en tant que médecins de terrain. Ok, on va peut-être développer un peu plus tard. Du coup, vous parliez de le passeport sanitaire. Pour vous, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'idée. Vous en avez déjà entendu parler depuis un moment. 2014, c'est 6 ans. Pour les gens, ils l'ont vu il y a un mois, ou le titre du quotidien ou du GIR il y a quelques jours. 2014, quand on a fait ce qu'on appelle le dialogue compétitif pour choisir celui qui aurait ce qu'on appelait à ce moment-là Plexus, et maintenant OIIS, qui est donc le territoire de santé numérique. La Réunion étant pilote, annoncé sur le tarmac de Pierrefonds par M. François Hollande, 2014. J'ai été le seul médecin libéral, avec un autre, mais qui était ensuite salarié par l'ARS, à faire partie, dans une grande salle, de cette quinzaine de personnes, hospitaliers ou de santé publique, avec des gens qui venaient défendre leurs projets. Il y avait Capgemini, il y avait la Cerner, il y avait la DocaPost, il y avait 2 autres groupes internationaux, défendre leurs projets avec un avocat parisien qui devait faire respecter le temps de parole. Et dans ces discussions, on parlait déjà d'une espèce de codage, de QR code, quelque chose qu'on aimerait mettre quelque chose. Donc ce passeport sanitaire existe déjà en réalité dans l'idée des gens depuis des années. Moi, je parle de 2014, mais il est évident qu'avant que moi j'aille dans ce petit monde, il y a des gens qui l'avaient prévu depuis des années. Et il est fort probable que très vite, vous naissiez, les enfants naissent, avec quelque chose qui fait qu'on saura tout sur eux dans une espèce de passeport sanitaire qu'on pourra lire avec un lecteur de carte ou un téléphone. Et les gens seront ravis, parce qu'au moins ils diront « Ah ben comme ça, ils connaîtront mes allergies, connaîtront mon groupe sanguin si j'ai un accident de voiture. » Mais on connaîtra toute la vie des gens, c'est ça le problème. Et ce passeport sanitaire, il est officialisé dans le projet de Macron, de M. Macron, qui veut qu'avant fin 2022, que tout le monde ait un espace numérique santé individuel dans le cloud. Et le passeport sanitaire, c'est ça. Parce que comment savoir ce qu'il y a dans le cloud avec un objet, téléphone ou un scanner qu'aura le douanier, et dans ce douanier, il pourra savoir exactement ce que vous avez sur votre passeport, notamment les vaccins. Et à cause ou grâce à l'article 47 de la loi santé 2016, eh bien, ces données de santé ne sont pas que pour les procès de santé, ils sont officiellement admis à tout un tas de personnes, notamment des industriels qui n'ont rien à voir avec la santé, pour peu que ça peut être un bénéfice pour l'état de santé publique. Donc évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle de santé publique. Voilà. Donc le passeport sanitaire, c'est une idée conceptuelle qui date depuis des années, et qui commence à se concrétiser depuis quelques années, notamment à La Réunion, et depuis quelques semaines, et on va le voir très très vite pour prendre l'avion. Et vous parlez de 2014 parce que vous étiez où en 2014? À quel moment vous en avez entendu? Alors 2014, parce qu'il fallait choisir le groupe qui devait manager, donc ça s'appelait Plexus, OIS, Océan Indien Informatique Santé, le gros truc où on a la PTA, cette espèce de pieuvre qui englobe tout le monde de la santé actuellement, qui était une expérimentation normalement sur le nord-est de La Réunion, sur 130 000 personnes, essentiellement des diabétiques, et qui en fait a été étendue et qui est s'intégrer dans ce qu'on appelle les projets informatiques santé, les territoires de santé numérique, pardon, les TSN. Et il y a eu 5 régions, il y a eu Île-de-France, Bordeaux, Rhône-Alpes et Bourgogne, je crois, plus La Réunion. Et La Réunion était le projet le plus abouti, le plus avancé, puisqu'à la différence d'autres régions où c'était saucissonné, notamment dans le Rhône-Alpes, où ils ont mis en place ce qu'on appelle le CVE, qui est important pour le passeport sanitaire, carnet de vaccination électronique. Et évidemment, le carnet de vaccination électronique dans un passeport sanitaire sur un QR code, vous voyez où est-ce que ça peut aller, quoi, quand vous voulez voyager, ou même, pourquoi pas, traverser la route. Et justement, à quoi pourraient servir ces données? Ces données, c'est
ça s'échange, ça se monnaie. Une donnée de santé, il n'y a pas plus de valeur qu'une donnée de santé. Est-ce qu'on pourrait nous empêcher l'accès à l'avion, ou d'autres choses? Ah ben c'est pas qu'on pourrait, c'est que je crois, ça y est, c'est fait. Je pense qu'on va nous empêcher de prendre l'avion si on refuse d'être vacciné. Mais aujourd'hui, c'est le vaccin. Mais demain, ça sera peut-être parce que vous avez les yeux bleus, puis peut-être parce que vous êtes noir, ou blanc, ou jaune, ou rouge, ou peut-être parce que vous avez eu le sida, ou peut-être, j'en sais rien, vous avez un cancer, on va dire, oh là là, je ne veux pas voyager avec quelqu'un qui a le cancer. Vous savez, quand on veut instaurer une phobie et une peur, on la crée et après on ne peut plus l'enlever. Et ce que je vous dis là, c'est pas du tout ni de l'extrémisme, ni du complotisme. C'est totalement factuel par rapport à ce que moi j'ai vécu et que j'ai pas été glané sur Internet. C'est du factuel. J'ai été donc auditionné à l'Assemblée nationale pour l'affaire Mediator, au Sénat pour le H1N1, et j'ai fait plusieurs conférences de presse à la représentation du Parlement européen à Paris. J'ai été expert à la Haute Autorité de Santé, ex-ANAES. Je sais ce que c'est qu'une recommandation et je sais les outils qu'on peut fabriquer pour que cette recommandation soit soumise aux 120 000 médecins libéraux, médecins tout court, ou tous les professionnels de santé, ou toute la population. Et quels sont les outils d'impact, de force, qui permettent de faire croire aux gens un peu le contraire de ce qu'ils auraient pensé au départ. Est-ce que vous pouvez justement expliquer concrètement comment ça se met en place depuis 2014, vous, votre expérience, ce qui vous fait penser qu'on arrive vers un passeport sanitaire D'abord, les données, le Health Data Hub, qui a été officialisé début décembre 2019 quand même, bien avant le Covid. Donc c'est c'est les données de santé qui sont dans le cloud, et d'ailleurs actuellement il y a une espèce de révolte un peu tardive de certains syndicats, de tous les syndicats, parce que c'est pris par Microsoft. Alors on sait bien qu'on est tracé, que Microsoft, c'est probablement, on a plein de micros partout, bon, on veut pas, moi j'y crois pas du tout pour l'instant, mais c'est vrai que l'avenir, avec les drones, les reconnaissances faciales, etc., tous ces outils de l'intelligence artificielle, quoi qu'on fasse, elles vont se faire. Mais il y a un minimum, c'est essayer de réagir, sinon on est fini, quoi. Donc qu'est-ce qui me fait penser, c'est que c'est des espèces de briques qui se rajoutent petit à petit. Je ne parlerai pas de la 5G, parce qu'on va dire encore que c'est du complotisme. Mais tous ces outils, ce tracing. Moi, je suis le président de la CPR, la Commission paritaire régionale. Bénévole, hein, tout ce que je fais, c'est bénévole, je ne marche pas. Mais qui c'est qui a mis en place ce tracing? C'est la Caisse Sécurité Sociale. Vous vous rendez compte, tracer les gens. Mais que je considère, et je l'ai dit à l'ordre la dernière fois, c'est pour moi totalement antidéontologique et complètement en opposition avec le secret médical et le serment d'Hippocrate. Donc moi, ce que nous faisons, nous, dans notre collectif, nous faisons qu'exercer de notre métier de médecin, c'est tout, hein, pas plus, pas moins. Pourquoi les autres ne le font pas? La grande question. Mais donc ce traçage, ces brigades sanitaires, alors je veux bien qu'on dise c'est la guerre, les brigades, les jauges, le cinéma, pas plus de 6 personnes, etc. Brigades sanitaires, ce sont quand même des gens qui vont vous téléphoner pour savoir comment vous allez, puis en profiter pour savoir, tiens, comment c'est chez vous, etc. Vous poser des questions de santé. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu au téléphone, avec parfois un numéro masqué. Ces brigades sanitaires qui vont aller dans les écoles pour voir si les enfants au-dessus de 6 ans ont bien leur masse. Ces brigades sanitaires qui ont été à Roland-Garros. Rappelez-vous, toutes ces personnes qui étaient en jauge limitée pour voir les matchs, où il ne fallait absolument pas le masque sous le nez, mais au-dessus du nez, et vous verrez les images, il n'y en avait pas un en dessous du nez, à cause des brigades sanitaires. Ça, ils l'ont dit à la télévision. Les brigades sanitaires sont à Roland-Garros. Alors moi, ça fait tilt dans mes oreilles, parce que pour moi, brigade sanitaire, c'est la CPR, c'est la Sécu, c'est l'ARS, pour tracer les gens. Pour le commun du mortel, brigade sanitaire, ils savent pas ce que c'est. Mais ce mot de brigade, déjà, gendarme quand même, hein, sanitaire, donc gendarmerie de sanitaire. Et vous voyez bien ce qui se passe dans certains pays asiatiques. Hein. Les gens sont confinés dans certaines pièces, s'ils sont cas positifs, s'ils sont malades, ou en retour de voyage, confinés, on leur donne à manger, par une personne qu'ils ne voient pas, et s'ils sortent de leur chambre, il y a des caméras partout, vous vous rendez compte? Et c'est ce qui est préconisé par certains en France pour les cas positifs. Nouvelle-Calédonie peut-être, je ne sais pas, en tout cas dans certains pays asiatiques, c'est à Hong Kong, je ne sais plus où, Singapour, enfin, et c'est le cas. Il ne faut pas rêver, ça va nous arriver. Ça va nous arriver, et au moins qu'on réagisse, quoi. Au moins qu'on puisse dire à nos enfants et petits-enfants, on était là sur le front, si on veut parler le même langage, on était là à se défendre, on a peut-être perdu, on a peut-être gagné grâce à des gens comme
Pierre Rabhi, le Colibri, tout ça, des petits maillons aussi. Donc moi j'ai quand même de l'espoir. Il faut voir que les papes de l'écologie, on a mis 50 ans à faire admettre l'écologie. Alors peut-être qu'on va sortir du chaos, mais là actuellement on n'est pas à armes égales et c'est compliqué. Du coup, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a eu la convocation à l'ordre des médecins. Là, vous parlez de passeport sanitaire. Est-ce que, du coup, ça risque pas de porter une parole que certains qualifient de complotiste, justement? Alors le problème aujourd'hui, c'est que soit on est dans la parole d'État, la parole unique, soit on est complotiste. Comme si aujourd'hui, soit il y a le ciel bleu, soit c'est complètement nuageux. Il se trouve qu'il y a du ciel bleu et des nuages. Donc on n'a plus le droit d'avoir une position intermédiaire. On s'oppose à certains vaccins, on est devenu anti-vaccinaire. On s'oppose aux statines, qui est un médicament qu'on donne pour la prévention du risque cardiovasculaire, les gens qui ont du cholestérol. C'est-à-dire qu'on refuse de traiter les gens. Donc on est dans une espèce de oui-non, de noir-blanc, c'est insupportable, la médecine c'est pas ça. Vous avez plein de cas. Mais pour la population générale, c'est sûr que c'est compliqué, je comprends les gens on ne s'y retrouve pas. Déjà, nous, on a du mal à s'y retrouver, mais alors la population, et face à ça, il y a deux hypothèses. Ils arrêtent toute télévision, toute BFM TV, et on reste dans son coin. Mais on ne voit pas ce qui se passe, ou alors ils changent de chaîne. Mais pour l'instant, votre chaîne, par exemple, ne sera pas diffusée dans les grands médias. Cette interview sera de façon communiquée à quelques initiés. Or, c'est important, je pense, que dans les débats publics, on ait des avis qui divergent, enfin, pas forcément qui divergent, mais qui peuvent s'opposer à condition qu'il y ait un argumentaire, qu'on parle en fonction d'un argumentaire, et non pas sur des grandes paroles complotistes ou pas complotistes. Vous en avez pensé quoi du film Hold Up ? Alors, moi, je me suis arrêté à 50e minute, parce que d'abord, un film de 2h20, à mon avis, c'est beaucoup trop long. Alors, j'ai donné 50 €, parce que je trouvais ça très très bien, quand on m'a proposé, il y a plusieurs mois, de financer ce film, parce que je trouve que, de toute façon, quelqu'un qui veut faire un film avec une thèse un peu différente de ce qu'on dit dans le langage courant, enfin, sur les grands médias, je trouve qu'il faut les aider. Bon, après, j'ai vu tout un tas de commentaires, ça ne m'a pas du tout donné envie de voir plus loin. D'abord parce que j'ai eu la flemme, puis en fait je me sers très peu d'internet et de ce que je vois à la télévision pour faire mon argumentaire. Mais effectivement, je pense que, d'après ce qu'on a dit, je pense qu'il y a eu un mélange des genres qui était contre-productif. Contre-productif pourquoi ? Et on le voit, vous savez, quand on parle maintenant avec des confrères, il y a un mot tabou qui s'appelle Raoult, ou Perron. Et je pense que c'est contre-productif de leur parler de Raoult et Perron, alors qu'on en rêverait. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, non pas de connaissances, enfin si de connaissances, mais on n'est pas du tout au même niveau d'envie d'en savoir plus. Donc, il faut leur parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, le CT, le nombre de cas, le nombre de morts, qu'est-ce que c'est qu'un malade, pourquoi est-ce que les gens sont hospitalisés en Covid alors qu'ils sont venus pour un infarctus, pourquoi on n'a pas pu essayer de faire quelque chose avant la prise en charge. Mais il faut partir de très 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 bas. Et tout ça c'est contre-productif. Dans un film qui dure 2h20, où le début c'est bien, mais à la fin ça se termine par des remises en cause, je n'ai pas vu le film, mais peut-être la Terre était ronde, ou les élections de Trump, ou d'aller marcher sur la Lune, ou les climato-sceptiques, stop. Je pense que ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est dommage, parce que c'est un film qui devait y avoir il y avait des personnes intéressantes, et du coup, il a été mis... mais il a eu le mérite d'exister, et justement, ça a ouvert un débat. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi tant de haine par rapport à ce film ? Moi, je ne sais pas, un film qui n'est pas bien, mais j'en parle pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en général. Mais un film qui n'est pas bien, dont on parle tout le temps, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux pour en faire de la pub. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il est... Au niveau d'un argumentaire, il faut rester sur son argumentaire. Et ce que j'ai dit d'ailleurs au collectif citoyen, ne faites rien qui pourrait prêter les armes à des gens qui vont vous dire vous êtes des complotistes. Ne parlez pas de l'élection de Trump, ça n'a rien à voir. Mais si, tu sais, mais non. Nous, on parle de factuel. Ne parlez pas de je sais pas quoi, même de la 5G. C'est un autre débat, qui peut peut-être en lier, mais là, vous êtes contre-productif.
produisons des factuels, et c'est-à-dire l'intérêt du masque chez l'enfant, oui ou non. Il y a des études, oui ou non, et là il y en a. La fiabilité des tests, oui ou non, et on le sait que c'est pas très fiable. Voilà, il faut rester très sur son argumentaire et ne pas partir dans tous les sens. Je pense que s'il y avait eu plus de transparence et de débats démocratiques, notamment dans les conseils scientifiques nationaux ou régionaux, mais qui semble-t-il n'existent pas, donc nationaux, avec abstraction de tous ces conflits d'intérêts, déjà on aurait été dans une discussion plus saine. Donc le complotiste, quel qu'il soit, emmène le complotisme. Donc moi je crois que tout ça, c'est toujours les mêmes arguments qu'on entend, mais comment on s'exprime alors ? Ça veut dire que si on ne s'exprime pas, on adhère à tout ce qui est en train de se faire. À quel moment vous vous êtes dit on va monter un collectif de médecins et pour quelle raison ? C'est vrai que moi parce que je suis à l'origine de ce collectif, d'abord est-ce qu'il fallait créer une association ou un collectif ? Alors la notion de collectif est très à la mode partout, les gilets jaunes, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chef. Pas de chef, il n'y a pas de dépôt de statut, on fait tout et n'importe quoi, enfin on pourrait faire tout et n'importe quoi, et pratiquement personne n'est responsable de personne, si ce n'est la signature au bas d'un communiqué. Donc déjà c'était plus souple. Puis dans un collectif on peut rentrer, on peut en sortir de façon très souple. Et puis en parlant avec 2-3 collègues, je me suis dit tiens, on a l'impression qu'on pense la même chose, on pourrait créer quelque chose. Donc on a lancé un premier communiqué anonyme. C'est en fait un collectif où il y a 7-8 personnes, ça fait pas sérieux. Pour nous, ça fait sérieux, mais pas forcément pour la population générale. Et le deuxième collectif, on était déjà 13, 14, le troisième communiqué. Et donc là, on a commencé à afficher nos noms. Alors, la question que posent souvent les personnes, c'est pourquoi vous êtes si peu nombreux ? Ben oui, on est si peu nombreux, parce que les médecins ont peur de s'exprimer pour tout un tas de raisons. Et on reviendra peut-être à la convocation que nous avons eue à l'Ordre des médecins, le 10 décembre dernier. Et puis certains médecins sont persuadés que tout ce qu'on dit à la télé en boucle, ils adhèrent, quoi. Alors ils adhèrent pourquoi ? Ils adhèrent d'abord parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller voir d'autres informations, de les lire. Ils n'ont pas forcément ni l'envie, parce que depuis la première année de médecine, on est quand même soumis au diktat de l'autorité, la soumission à l'autorité, qu'on le veuille ou pas. Il est très rare, il est parfois difficile de remettre en cause nos professeurs, ce qu'on nous dit de faire, nos autorités de santé, et c'est un peu en fin de carrière, un peu la sagesse de la personne qui quitte un métier ou qui va bientôt le quitter, qui dit prenons de la hauteur, prenons de la distance, et peut-être, pas forcément remettons en cause tout ça, mais essayons de comprendre pourquoi ils veulent nous imposer telle ou telle chose. Parce que c'est ça qui frappe aussi quand on voit les personnes qui constituent le collectif, c'est que ce sont des médecins qui sont assez âgés, enfin plutôt en fin de carrière. Oui, alors étonnamment, vous en avez des jeunes aussi. Alors je ne sais pas ce que c'est que jeunes, mais il y en a qui ont 30, 35 ans. Encore beaucoup plus courageux que nous, parce qu'effectivement, nous, on ne reste pas grand-chose. La carrière est derrière nous. Les jeunes, ils risquent gros. Vous savez, des gens comme Louis Fouché à Marseille, l'anesthésiste réanimateur, il a toute sa carrière devant lui. Et s'ils font la même chose avec lui qu'avec le professeur Perron, qui lui est en fin de carrière, mais à qui on est en train d'enlever les crédits pour son service d'infectiologie à Paris, qu'on leur dit que pour les internes, tu sais, ça fera pas bien sur une carte de visite, c'est un CV d'avoir été interne chez le professeur Perron. On dit que là, les jeunes qui prennent position, c'est doublement ou triplement plus courageux que nous. Et donc, il y en a quand même. Mais c'est compliqué d'officialiser un nom. C'est peut-être mettre une croix sur sa prochaine carrière hospitalière ou libérale sans avoir d'encombre avec l'ordre des médecins. Et juste, du coup, j'aimerais bien revenir un peu en quelques mots parce que vous avez été convoqué par l'ordre des médecins de La Réunion. C'était le 10 décembre. 10 décembre, ouais, voilà. Vous étiez deux avec le docteur Bourgeon. Voilà. Mais il me semble que il y a encore deux ou trois médecins, dont il y en a deux autres qui ont été collectif. Convoqués quelques jours avant, pour lesquels d'ailleurs ça s'est très bien passé. Étonnamment, parce qu'ils ont pris des positions un peu comme nous. Mais du coup, est-ce que c'était vous l'avez vécu comme une tentative de pression ou alors c'est une tentative un bâillonnement c'est une tentative évidente d'intimidation et qui vient pas de l'ordre départemental, même si certains étaient peut-être ravis de nous convoquer, mais c'est de l'ordre national. Et moi je ne vois pas quelle légitimité à l'ordre national, régional ou départemental
comme scientifique, il n'y a aucune légitimité scientifique. L'ordre a pour vocation de faire respecter le code de déontologie. Et c'est aussi d'ailleurs un des éléments pour lesquels nous nous accusons d'avoir fraudé ce code de déontologie, disant que ce code de déontologie impose à tout médecin de suivre les directives de l'État. Les directives certaines de l'État basées sur la science. Or, la science, depuis le mois de mars, on a un petit peu l'impression qu'elle est un peu galvaudée. Parce que quand on vous dit au mois de mars, avril, que de toute façon, les masques servent à rien, alors tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, et puis qu'un beau jour on dit les masques c'est indispensable, on se dit mais où est la science? Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et à l'ordre, on leur a dit qu'on n'avait pas forcément la même lecture de ce code de déontologie, au même titre qu'on n'a pas la même lecture sur les mêmes chiffres avec l'ARS. Tout est dans l'interprétation des mots MOTS, tout est dans l'interprétation des mots MAUX. Est-ce que les médecins sont libres aujourd'hui? Je crois qu'on était libre avant la mi-mars, on n'est plus du tout libre maintenant. Quand on entend le président du conseil régional de l'ordre disant sur un plateau télé effectivement, répondant à la question des journalistes, s'ils n'ont pas dit ce qu'on nous on dit, ils risquent d'avoir des problèmes. Ça a été dit texto. Donc non, on n'a plus du tout aucune liberté. Sur quoi, c'est pas pour ça ça ne nous empêche pas de l'exprimer, hein, de ce qu'on a envie de dire. Parce qu'il y a une trentaine de médecins, je crois, aussi en France qui ont été sur. Il y a une trentaine de médecins. Je pense qu'ils n'auront pas tous la chance d'être soutenus comme nous on l'a été. Donc on a la chance à La Réunion d'avoir été soutenus par beaucoup de collectifs, étonnamment par beaucoup de médecins, mais qui ne le disent pas de façon très nette. Mais j'ai quand même reçu un certain nombre de mails très étonnants, parce que je ne pensais pas que des médecins pouvaient me soutenir par rapport à ça. Mais globalement, dans un énorme silence quand même de la communauté médicale, on est quand même 1800 médecins à La Réunion. C'est un petit peu inquiétant de voir que aussi peu de médecins s'inquiètent de l'évolution des choses, notamment en matière d'objets ou de mesures liberticides qui tous les jours se votent à l'Assemblée nationale. Ce qu'on constate tous les jours, c'est que, prévu ou pas, on a quand même le résultat, c'est que les gens n'arrivent plus à se parler et qu'il y a des énormes déchirements dans les familles, notamment pour les fêtes. Est-ce qu'il faut aller voir pépé, mémé, ou est-ce qu'il est resté chez soi? Est-ce qu'il faut se faire confiner avant, comme c'est préconisé par l'État, arrêter le travail? Pourquoi pas ils arrêtent le travail? Ok. Pour aller voir papy, mamie, enfin dans du non-sens. Et on a de véritables guerres intrafamiliales, dans les associations, dans les amis. Et les amis d'hier seront plus ceux de demain. Il y en aura peut-être de nouveaux. En tous les cas, ça va être très 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 dur, je pense, de raccommoder. C'est horrible. C'est une société qui s'est totalement divisée par rapport à des divergences d'opinion qui n'auraient jamais dû lieu d'être. Et pour ne pas avoir des divergences d'opinion, on aurait dû laisser ce problème sanitaire aux médecins, ou au moins au monde médical, et non pas mettre ça en pâture dans les réseaux sociaux et sous la gouverne de quelques personnes qui ont bardé de vérité et qui se sont non vérifiées à l'usage. Donc ça, c'est dur parce que je crois que c'est irréparable. C'est des choses irréparables. Personnellement, et probablement vous ou d'autres, ont perdu des amis, ont perdu des relations, parce qu'on ne s'est pas compris. Et que justement les gens n'en peuvent plus parce qu'ils ne savent plus qui croire et qu'ils ont plutôt envie d'éteindre la télé et d'aller planter leurs tomates dans leur champ. Sauf qu'à côté des tomates, on ne sait plus ce qui se passe. Donc je pense qu'il ne faut pas être dans la fuite, il faut être quand même dans le combat, argumenté, non violent, sans attaque de personne. Donc j'espère que tout ça, on arrivera à prendre le dessus parce qu'il ne faut penser pas à nous mais aux générations futures. Ok, bah merci. Merci à vous.